je te demandais de donner deux trucs en maths qui sont opposés, qu'est-ce que tu dirais? Là, il y a 99% de chances que t'aies pensé addition-soustraction ou multiplication-division. Et t'as raison, ça marche. Mais en maths, il y a aussi des trucs complexes, même infiniment complexes. Pour autant, s'il y a bien un truc qui rend les maths aussi fascinantes, c'est que l'addition peut être tout aussi utile dans la vie de tous les jours que des notions bien plus complexes qui nécessitent parfois des années d'études. D'ailleurs, vous aurez sans doute remarqué que l'addition possède la soustraction, qui la renverse. Mais là où l'addition et la soustraction ne cachent plus aucun secret pour vous, du moins je l'espère, les deux outils dont on va parler aujourd'hui renferment un bien plus grand nombre de mystères dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Alors laissez-moi vous expliquer le lien étrange entre les deux outils les plus mystérieux des maths et quels secrets renferment-ils. En commençant par le commencement, qui sont-ils ? Voilà Newton. Si tu le connais, c'est sûrement pour sa découverte de la loi universelle de gravitation, la gravité quoi, pour ses lois sur les forces ou pour ses travaux dans l'optique. Mais savais-tu que Newton était aussi un mathématicien de renom? Il est notamment connu pour avoir été le père fondateur de ce qu'on va commencer à appeler, au XVIIe siècle, le calcul infinitésimal. Le calcul infinitésimal, c'est la branche des maths qui regroupe d'un côté les dérivées et de l'autre les intégrales. Les deux trucs qui vont nous intéresser dans cette vidéo. Ok, tu vois cette courbe? En la voyant, tu te dis sûrement qu'elle monte. Pourtant, en un certain sens, elle est en train de descendre. On reviendra sur ça plus tard. Parce qu'on est d'accord, cette courbe elle monte. Plus on avance dans les nombres, plus on nous renvoie un nombre haut. Mais elle monte quand même de moins en moins, parce que l'écart entre les nombres est de plus en plus petit. Sauf que c'est quand même bien vague. Monter de moins en moins, descendre de plus en plus, c'est pas très précis tout ça. Et en plus de pas pouvoir le quantifier, de pas pouvoir mettre de nombres là-dessus, bah on finit par s'y perdre. Et c'est là que Newton arrive. Il va inventer un moyen d'exprimer ça mathématiquement pour mieux s'y retrouver. Le premier des deux outils qui vont nous intéresser, les dérivées. Attention, ce que vous vous apprêtez à regarder est une vidéo de vulgarisation ne contenant aucun calcul. Les puristes, vous pouvez rester, car c'est quand même grave bien en ça. Merci de votre compréhension. Bon, demande-toi une chose. Qu'est-ce qui fait que t'es capable de dire qu'un truc monte? Pourquoi, en un clin d'œil, vous comme moi, on est capable de se rendre compte que ça monte, mais que ça descend? En fait, notre cerveau va automatiquement avoir une vision d'ensemble de la courbe. Il va regarder plusieurs points de la courbe, et si les points sont de plus en plus hauts, alors c'est que la courbe monte. De manière purement géométrique, ce qu'il fait en réalité, c'est qu'il va prendre un point, un autre un peu plus loin, et tracer une droite qui les relie. Suivant si la droite monte ou descend, il en déduit que la courbe monte ou descend. Mais est-ce que ça marche vraiment de faire ça? Est-ce qu'on peut savoir si une courbe monte ou descend juste en traçant une droite? Bon, faut vous en douter, mais non. Parce que le problème avec cette technique, c'est qu'elle n'est pas infaillible. Vu que si par exemple la courbe descend, puis remonte, elle va plus du tout correspondre à ta droite. Donc en se fiant uniquement qu'à la droite, on peut pas connaître le comportement de la courbe. Vous pouvez faire le test, hein. Si vous prenez une courbe qui varie vraiment beaucoup, tu vas pas pouvoir savoir où elle monte et où elle descend exactement juste en la regardant. Et c'est un peu logique en fait. Si une courbe peut se résumer entièrement juste à une droite, bah c'est que c'est une droite. Mais alors du coup, on n'a aucun moyen de savoir si la courbe monte ou descend. Notre problème, c'est qu'on peut pas savoir le comportement de la courbe entre nos deux points. Car la courbe peut très bien décider de pas du tout suivre la droite. Pas envie. Mais si on rapproche les deux points qui forment notre droite pour empêcher la courbe de varier entre ces deux points, il y aura plus de problème. De cette manière, la droite correspondra parfaitement à la courbe, entre ces deux points. Car oui, une courbe c'est pas une droite, mais c'est un peu comme une succession de droites au final. Sauf qu'une courbe est formée d'une infinité de points, ce qui veut dire que si tu rapproches ces deux points, la courbe pourra encore faire des trucs imprévus entre les deux points. Et ça, à l'infini. Et c'est exactement ce qu'on veut pas, qu'elle fasse des trucs qu'on puisse pas prévoir. Donc pour rapprocher au maximum les deux points, il faudrait pouvoir les rapprocher à l'infini. Mais est-ce que c'est possible ça? Ben oui et non. Le truc c'est que l'infini ça s'arrête jamais. Donc si on rapproche nos deux points à l'infini, ils vont finir par se superposer. Et deux points qui se superposent, bah ça donne qu'un seul point au final. Donc notre droite passe plus que par un point. Sauf qu'il est là le problème. Nos deux points, on est d'accord qu'ils formaient une droite. Donc si maintenant on n'a plus qu'un seul point, elle va devenir quoi notre droite? Elle va disparaître? Non, parce que les deux points sont quand même assez éloignés l'un de l'autre pour qu'on puisse tracer une droite qui les relie. Ça, c'est ce que je pensais avant d'écrire cette vidéo. Honnêtement, je prétends pas avoir une énorme expérience des maths, mais je suis ce qu'on peut appeler un passionné. Et des trucs étranges en maths, j'en ai quand même vu passer grâce à internet. Quand j'ai fait la recherche pour cette vidéo, j'ai découvert quelque chose de vraiment très surprenant. Quand on a rapproché nos deux points à l'infini pour avoir la dérivée, j'ai peut-être oublié de te dire un truc. Ce truc, c'est que t'as besoin de bien plus que deux points pour pouvoir construire ta droite. Parce que oui, ok, les deux points sont infiniment proches l'un de l'autre, à tel point qu'ils se superposent. Mais on est d'accord qu'ils se superposent pas vraiment, parce que c'est pas comme si t'avais un point et un autre aux exactes mêmes coordonnées.
Du coup, la réaction logique à ça, ce serait de se dire que puisque le deuxième point n'est pas exactement superposé au premier, ça doit au moins être le plus proche du premier, et c'est ce que je pensais à vrai dire. Sauf que non. L'ensemble des nombres réels, qui contient tous les nombres qu'on utilise couramment, y compris ceux à virgule, il a une particularité, c'est qu'il est continu, à l'inverse de l'ensemble des entiers positifs, qui est discret. Mais c'est le même, voyons. La différence entre les deux, c'est que dans l'ensemble des entiers positifs, on passe d'un chiffre à un autre. On passe de 1 à 2, puis de 2 à 3, et on se moque de savoir ce qu'il y a entre les deux. Sauf que dans l'ensemble des nombres réels, il y a des nombres à virgule, et ça rend tout bien plus complexe. Si je vous demande de me donner, en tenant compte des nombres à virgule donc, le nombre qui vient juste après 1. Non, pas 2. On aurait sûrement quelque chose comme 1,0000. Voilà, il est là le problème. Le nombre qui vient juste après 1, évidemment il existe, mais comme il y a une infinité de nombres entre 1 et 2, on peut pas le nommer. Et même si ça peut paraître totalement contre-intuitif, c'est exactement pour ça qu'on peut pas trop dire que le deuxième point de la droite est le plus proche du premier. Car en vérité, il a beau être aussi proche qu'on veut, il y aura toujours une infinité de points entre ces deux points. Du coup, pour régler ça, il faudrait qu'on englobe nos deux points, pour être sûr qu'on prenne bien tous les points très proches de celui par lequel va passer la droite. Et à partir du moment où on englobe le point où on va construire la droite, c'est bon. Mais on y reviendra un peu plus tard. Attends, mais donc au final c'est pire. Avant on pensait qu'une dérivée avait besoin de 2 points pour exister, et en fait on se rend compte que c'est toute une infinité de points dont on a besoin. Et attends, en fait, tu me dis que la droite passe que par un point, et après tu me dis qu'on a besoin d'une infinité de points pour pouvoir la construire. Mais on me la fait pas moi, elle passe par combien de points ta droite, faut se décider. Bon, on va reprendre calmement. En fait, ta droite, elle passe bien que par un point. C'est là que ça devient compliqué. Dans une droite normale, il y a une infinité de points qui séparent nos deux points. Et ben dis-toi que là aussi, sauf que les deux points, ils se superposent et qu'on en a plus qu'un. Donc là, elle passe bien que par un seul point la droite. Mais c'est pas pour autant qu'on a besoin que d'un seul point pour pouvoir la construire. C'est pas parce qu'une voiture a 4 roues que 4 roues suffisent à faire une voiture. C'est pas parce que tu t'abonnes à ma chaîne que tu seras le seul à y être abonné. Mais abonne-toi quand même, hein, c'est gratuit. Parce qu'en vérité, on a bien besoin d'une infinité de points pour s'assurer de pouvoir construire notre droite, même si elle passe que par un point. Bon, ok, sauf qu'une droite qui passe que par un seul point. Vous voyez le problème? Le problème, c'est qu'on a besoin de 2 points pour savoir dans quelle direction elle va à la droite. Alors comment savoir dans quelle direction on doit tracer notre droite si elle passe que par un point? On verra ça plus tard. En attendant, nous on est contents. On a enfin un moyen de savoir si la courbe monte ou descend. Ben voilà, ça y est, on progresse. À condition qu'on sache si la droite monte ou descend. Mais comment on peut savoir ça? Une droite, normalement, elle est formée de 2 points. Mais ce qui différencie une droite qui monte d'une droite qui descend, c'est la position du deuxième point par rapport au premier. Là, la droite monte, là, elle descend. Nous, on le voit tout de suite car les droites n'ont pas les mêmes pentes. Mais en maths, la pente d'une droite, c'est bel et bien un nombre, qui est positif si la droite monte, ou négatif si la droite descend. Et c'est ça qui va nous permettre de différencier une courbe qui descend d'une courbe qui monte beaucoup, d'une courbe qui monte un petit peu. Sauf que Newton, quand il découvre les dérivées en 1660, il va pas s'arrêter là. Parce que l'objectif, c'est quand même de connaître les variations de la courbe dans son entièreté, pas juste en un point. Parce qu'on va pas se mentir, une dérivée comme ça, tout seul, ça sert un peu à rien. Ça ne sert à rien. Car ok, là on peut connaître la pente de cette droite en particulier, mais on a dit qu'une courbe est formée d'une infinité de points, et vu que notre droite passe que par un seul point de la courbe, même en connaissant la pente de cette droite là, on peut pas se retrouver à connaître les pentes des droites sur l'entièreté de la courbe. Pour ça, il faudrait qu'on ait la dérivée de chaque point de la courbe. Mais il y en a une infinité, et alors quoi, on va se retrouver avec une infinité de dérivées? Bah c'est un peu ça. Et comment on fait? Bah si on a une courbe, elle sort sûrement pas de nulle part, elle représente une fonction. Donc pour connaître la croissance de chaque point de la courbe, on peut peut-être essayer de dériver directement la fonction. Comme ça, on fait tout d'un coup. Et bam, on peut maintenant savoir les variations de la courbe dans son entièreté. Alors quittons Newton, faisons un bond de 200 ans dans le temps, en 1854, lorsque Riemann invente le deuxième outil qui va nous intéresser, les intégrales. Oui, bon, en vrai, Newton en avait déjà formulé des approximations, mais Riemann est le premier à avoir défini de manière exacte cette notion d'intégrale, qui représente en gros l'air sous une courbe. Je fiche pas. Là déjà, normalement, ça t'étonne, car l'air sous une courbe, qu'est-ce que ça vient faire là? Et c'est quoi le rapport avec la pente d'une droite? Et surtout, t'as peut-être réfléchi, et tu t'es dit que tu connais aucun moyen de calculer l'air sous une courbe. T'as beau chercher, rien. Dans tout ton savoir mathématique, aucun théorème, propriété ou formule magique qui pourrait permettre de directement calculer l'air sous la courbe d'une fonction. T'en es sûr? Parce que la vérité, c'est qu'on n'a pas eu besoin d'inventer quoi que ce soit. Mais pour comprendre comment Riemann a réussi à trouver une méthode pour calculer l'air sous une courbe, il faut revenir à la base. Au début, les fonctions, on s'en servait pas pour faire des trucs super complexes, et leurs courbes, elles ressemblaient pas forcément à des trucs de dingue. Par exemple, si t'allumes ton robinet, que tu laisses couler l'eau et que tu le refermes quelques secondes après, tu vas avoir une courbe. Et puisque ton robinet coule logiquement toujours à la même vitesse, ce sera un rectangle. Mais c'est nul. Si on veut savoir le volume total d'eau qui est sorti du robinet,
il faut calculer l'aire de ce rectangle. Pratique, vous me direz, car calculer l'aire d'un rectangle, on sait faire. Il suffit de multiplier sa longueur par sa largeur. Vous voyez à quoi ça sert une intégrale maintenant? Ça peut être utile pour savoir combien ta voiture a consommé d'essence pendant un trajet, savoir l'impact que la musique a sur tes tympans, ou savoir combien de calories t'as brûlé lors de ta dernière séance à la salle. Sauf que ce genre de truc, on peut pas les calculer avec un rectangle, parce que leurs courbes dans ces cas-là sont très souvent pas des rectangles. Donc si on a une courbe plus complexe, on va forcément devoir faire autrement. Parce que la vérité c'est que oui, il y a bien quelques courbes qui sont également des formes géométriques simples, et dont on sait calculer l'aire, comme des triangles ou des cercles. Parmi l'infinité des courbes qui existent, ça représente rien du tout les courbes comme ça. Et de toute façon, la plupart du temps, quand on a besoin de calculer l'air sous une courbe, c'est rarement pour calculer la quantité d'eau qui est sortie par ton robinet. Du coup, si on a une fonction qui varie plus, avec une courbe qui varie plus, on pourrait peut-être tenter de changer notre manière de faire. Parce que tu peux essayer de faire rentrer un rectangle là-dedans, ça va pas aller. Sauf que si tu te souviens de ce qu'on t'a appris en primaire, une multiplication, c'est rien d'autre qu'une succession d'additions. Ce qui veut dire que plutôt que d'avoir un seul gros rectangle sous la courbe, on pourrait faire plein de petits rectangles pour décomposer notre produit en une somme. Et vu qu'on a maintenant plein de petits rectangles, on peut ajuster leur hauteur pour qu'ils collent parfaitement à la courbe. C'est très efficace, Tony. Pas très subtil, mais efficace. Mais ça va toujours pas aller. Vous voyez pourquoi? Je sais que je l'ai déjà dit, mais une courbe c'est une infinité de points. Donc pour être sûr que notre technique fonctionne avec n'importe quelle courbe, il faudrait qu'on ait une infinité de rectangles. Alors c'est ce qu'on fait. Et l'intégrale finalement, ça devient juste une somme infinie de rectangles infiniment petits. Et ça on peut le faire pour n'importe quelle fonction, car oui, évidemment, rien ne peut nous empêcher de calculer l'aire sous une courbe. T'en es sûr? La vérité c'est que ça n'a rien d'évident. Tout à l'heure on a vu les dérivés, sauf qu'il y a un truc que vous avez oublié. Je vous ai dit que pour connaître la croissance de la courbe, on pouvait dériver la fonction. Mais avant ça, on avait la dérivée en un point seulement. Sauf que ça veut rien dire, la croissance en un point. Comment un point peut monter ou descendre? Ça n'a aucun sens. Et ben justement, il peut pas. Parce que je vous l'ai dit, la dérivée, c'est deux points différents à la base. Et à cause de ça, une fonction, on peut pas forcément la dériver partout. Quand je dis partout, je veux dire partout là où elle est définie. C'est-à-dire qu'à certains endroits, là où la fonction n'est pas définie, il est impossible de tracer une droite sur la courbe, puisque la courbe n'existe même pas. Vous allez me dire que c'est logique, mais sauf que ça pose un vrai problème s'il y a une coupure dans la courbe. Parce que notre droite, même si elle passe que par un seul point de la courbe, on a vu tout à l'heure qu'on a besoin d'une infinité d'autres points pour la construire. Donc s'il y a des coupures, on pourra pas tracer de droite. Le meilleur moyen de le comprendre, c'est de se dire qu'il faut que la courbe puisse être tracée à la main et sans lever le crayon. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de coupure. Mais à la limite, si on pouvait dériver une fonction partout, sauf à l'endroit où il y a des coupures, ça serait simple, j'ai envie de dire. Sauf que c'est pas le cas. Car si la fonction n'est pas dérivable, ça peut aussi être dû à un pic. Une irrégularité, une anomalie ou plus simplement une bosse, appelez ça comme vous voulez, qui surgit dans la courbe, si bien qu'à l'endroit précis où a lieu ce pic, on ne sait pas comment on doit le dériver. C'est comme quand tu montes une montagne en voiture. Dans la montée, ta voiture est inclinée vers le haut. Dans la descente, elle est inclinée vers le bas. Mais au sommet, elle se retrouvera en équilibre. Bah ici c'est pareil, on peut pas décider de l'inclinaison de la droite au sommet du pic. Car étant donné qu'il n'y a qu'un point, comment savoir dans quelle direction partir à la droite alors qu'on ne peut même pas la construire? Bon d'accord, mais quelle est la différence entre une fonction pas dérivable à cause d'une coupure et une fonction pas dérivable à cause d'un pic? Bah dans une coupure, le deuxième point n'existe pas, il y en a pas. Dans un pic, il y en a bien un, c'est juste qu'on ne sait pas comment tracer la droite. Et en maths, s'il y a pas de pic, c'est tout simplement que ta courbe est lisse. Bon en vrai je dis simplement, mais c'est vraiment tout sauf simple. Mais je vais pas rentrer plus dans les détails, c'est pas utile. Oui, non, parce que les gens sont pas obligés de savoir tout ça. En tout cas, il est temps de revenir sur ce que j'ai dit un peu avant. Le problème, c'est qu'on a besoin de 2 points pour savoir dans quelle direction elle va à la droite. Alors comment savoir dans quelle direction on doit tracer notre droite si elle passe que par un point? Bah oui, comment décider de l'orientation de la droite si on n'a qu'un point? Car normalement, la direction d'une droite, elle est donnée par l'alignement de 2 points. Donc si on n'a qu'un point, comment on sait comment on doit tracer notre droite? Bah en fait, faut pas oublier que ce qu'on fait, c'est bien de tracer une droite sur la courbe. Parce que si on traçait une droite sans courbe, bah on pourrait tracer une infinité de droites, et ça n'aurait plus aucun sens. Mais non, là notre droite passe bien que par un point, et un point de la courbe. Et des droites qui passent que par un seul point de la courbe, on doit pouvoir en tracer qu'une seule. Mais alors du coup, comment on sait dans quelle direction va partir la droite? Ben justement, vu que la droite passe que par un point de la courbe, on sait qu'elle va frôler la courbe. Et donc à ce moment-là, on verra directement dans quelle direction elle part. Après, le nombre qui correspond à la pente de la droite, donc la dérivée quoi, on la trouve bien avec des calculs. Et je comptais vous les détailler, mais je sais pas pourquoi, une force surnaturelle me pousse à ne pas le faire. Pas envie. Le truc, c'est que le fait que la courbe soit lisse et qu'on puisse la tracer sans lever le crayon, on peut pas vraiment le vérifier, et on n'aurait aucun moyen de le faire à vrai dire. Et de toute façon, ça suffirait même pas, parce que bien sûr, pour être sûr que la dérivée existe, on a avant tout besoin de pouvoir tracer une droite qui passe par notre point. Mais toutes ces conditions, elles s'empilent, ce qui veut dire que même si la courbe est lisse et sans coupure, il faudra aussi qu'on puisse tracer une droite, ce qui est quand même l'essentiel pour savoir si on peut dériver. Bah ouais, en fait, pas besoin d'aller trop loin. À partir du moment où on peut tracer notre droite, bah par phénomène d'implication, c'est obligatoirement aussi que la courbe est lisse et qu'on peut la
la tracer à la main sans lever le crayon. Donc c'est vraiment le seul truc qu'on a besoin de faire en réalité. Mais pourquoi on se fait chier du coup? Après, tu peux déjà pas tracer ta droite s'il y a une coupure ou si elle est pas lisse, donc c'est quand même utile de s'en assurer avant de se lancer dans des calculs inutiles. Donc faut juste retenir qu'à partir du moment où on peut construire une unique droite qui passe par notre point, c'est gagné. Une unique droite, évidemment, il faut pouvoir tracer une droite, donc si tu peux pas en tracer parce qu'il y a une césure, tu pourras pas dériver. Mais si tu peux en tracer deux, c'est foutu aussi, parce que peut pas y avoir deux dérivés pour le même point. On sait juste pas à quoi la droite ressemblera en haut du pic. Donc voilà, tant que tu peux tracer une unique droite qui passe uniquement par notre point et qu'elle longe la courbe, c'est bon. Enfin non, il y a encore un dernier truc, et non des moindres, la droite ne peut pas être verticale. Je vous ai dit que la dérivée c'est la pente de la droite, donc si la droite est verticale, la pente sera infinie. Et ça c'est pas possible, car ça voudrait dire qu'on pourrait pas représenter la dérivée sur un graphique, et normalement toute fonction à peu près normale peut se représenter grâce à une courbe. Donc soit la dérivée est un vrai nombre, et on peut la représenter graphiquement, soit la droite est verticale, et à cause de la pente qui serait en théorie infinie, la dérivée n'existe pas. En tout cas maintenant, on a la pente d'une droite, et l'air sous une courbe. A priori, ils n'ont rien à voir. Mais alors, rien à voir. Pourtant, ce que je te dis, c'est qu'ils sont opposés. Un peu bizarre, non? Bon, tout d'abord, quand je dis qu'ils sont opposés, c'est faux. D'abord parce qu'ils ne sont pas simplement opposés comme l'addition et la soustraction. L'addition et la soustraction, on voit bien qu'ils sont opposés, car quand tu ajoutes un nombre et que tu le retires, c'est comme si t'avais rien fait. Sauf que là, ouais, on voit pas directement le lien entre les deux. Car eux, ils sont pas directement opposés. Ils sont opposés, oui, mais en passant par l'intermédiaire d'une autre notion, les fonctions. Parce que si jamais on n'avait pas les fonctions, bah on n'aurait pas de dérivée ni d'intégrale, parce qu'on n'aurait jamais pu les inventer. Alors, qu'on se mette d'accord, parce que ça me semble important de le préciser, en maths, on peut pas inventer des trucs. Donc quand je dis que Newton a inventé les dérivées ou que Riemann a inventé les intégrales, c'est plutôt qu'ils les ont découverts en réalité. Parce qu'en maths, tout existe déjà, c'est juste qu'on ne sait pas tout ce qui existe en maths. Et on le pourra jamais d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'on dit que ces deux outils sont opposés, et pas que ce sont des opérations opposées, au même titre que l'addition ou la soustraction. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire exactement qu'ils sont opposés? Eh ben, ça signifie que si tu calcules l'intégrale d'une fonction dérivée, tu retombes sur ta fonction d'origine. Sauf que là encore, je vous ai menti. Car il y a clairement un problème dans cette histoire. Vous vous doutez bien qu'une fonction peut pas être l'inverse de l'aire sous une courbe. Parce que le truc c'est qu'une aire et une fonction, vous voyez bien que c'est pas du tout pareil. Ok, pause. Le but de la fonction dérivée, c'est de partir d'une fonction d'origine pour recréer une nouvelle fonction qui se base sur la croissance de la courbe d'origine et convertit cette croissance en nombre. Par exemple, si la courbe d'origine est plate, qu'elle est pas en train de monter ni de descendre, la dérivée de ça sera 0. Donc si l'intégrale était l'inverse de la dérivée, ce serait logiquement une fonction qui fait exactement l'inverse. Une fonction qui se base sur la valeur numérique de l'originel pour former une nouvelle courbe qui convertit les nombres en croissance. En gros, une dérivée dans l'autre sens quoi. Et ça semble beaucoup plus logique. Sauf que ça, c'est pas une intégrale. Une fonction, c'est une fonction, pas autre chose. Ça n'a rien à voir avec une aire. Donc la dérivée peut pas directement être l'inverse d'une aire. C'est comme si tu me disais que l'opposé du rouge, c'est l'herbe, parce que l'herbe est verte, et que le rouge est l'opposé du vert. Tu vois bien que ça va pas. Par contre, on peut très bien créer une fonction qui représente l'aire sous la courbe. C'est ce qu'on va appeler la primitive. La quoi? La primitive. Enfin plutôt une primitive, mais je reviendrai sur ça plus tard. Du coup, on aurait l'inverse d'une fonction qui est une fonction, l'inverse du rouge qui est le vert, tout est en ordre, c'est cool. D'accord, mais c'est quoi la primitive en vrai? Ça ressemble à quoi? Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire que la primitive décrit l'aire sous la courbe? Oula, doucement moussaillon. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire que la primitive décrit l'aire sous la courbe? Une intégrale, ça se définit entre deux points, parce que l'aire sous la courbe va toujours se calculer entre un point et un autre. Par exemple, prenons la fonction qui te renvoie le double du nombre que tu lui donnes, la fonction 2x. Disons que tu commences à 0, et que tu veux exprimer l'aire sous la courbe jusqu'à 10. Si on veut exprimer ça grâce à la primitive, on va regarder ce que nous renvoie la primitive en 10. Et alors, le nombre qu'on aura correspondra à l'aire qui s'est accumulée sous la courbe de la fonction entre 0 et 10. Du coup, visuellement, on pourra constater que plus l'aire sous la courbe augmente vite, plus la primitive va monter. Mais alors l'intégrale, elle devient quoi, elle? Et quel est le rapport entre l'intégrale et la dérivée au final? Bah l'intégrale c'est l'aire sous la courbe, donc il faudrait réussir à comprendre le lien entre l'aire sous la courbe et la pente d'une droite. Le plus simple, c'est toujours de prendre un exemple concret. Et les maths, on s'en sert souvent pour décrire des phénomènes physiques. Et ça tombe bien parce que la physique, bah c'est concret. Donc tout d'abord, lorsqu'on a la courbe d'une fonction, c'est qu'une quantité varie par rapport à une autre. Par exemple, prenons une distance par rapport à un temps. On a la courbe qui représente la distance, et la dérivée de ça sera la vitesse. Et la dérivée de la vitesse, ça sera quoi du coup? Bah on aurait la vitesse qui varie en fonction du temps. Et si la courbe monte, on pourrait dire que plus on va vite, plus vite on va vite. Et ça c'est juste l'accélération en fait. Du coup si l'accélération est positive, ça veut non seulement dire que la vitesse est croissante, mais ça veut aussi dire que la position est croissante de plus en plus. En fait la croissance est croissante. Et à l'inverse, si tu prends la primitive de l'accélération, tu retomberas sur la vitesse. Et c'est là tout le rapport entre la dérivée et l'aire sous la courbe. Et visuellement, on comprend bien.
On va prendre la courbe de la vitesse. On peut diviser l'aire sous la courbe en une infinité de rectangles, comme on l'a vu tout à l'heure. Et l'aire d'un rectangle, on a dit que c'est sa longueur multipliée par sa largeur. Et ça, c'est valable même si sa largeur est infiniment petite. Donc, si la courbe représente la vitesse, l'aire sera égale au temps multiplié par la vitesse. Mais la vitesse, c'est justement la distance par rapport au temps. Donc, si on fait vitesse fois temps, l'aire du rectangle va correspondre à la distance au final. Donc, on a la dérivée de la distance, qui est la vitesse, et la primitive de la vitesse, qui est la distance. De cette manière, je viens bien de te montrer pourquoi la pente de la droite est l'inverse de l'aire sous la courbe. Il est arrivé, ce vieux dégénéré. Parce que si c'est valable en physique, c'est aussi valable dans n'importe quel cas en maths. Et sauf qu'on l'a déjà dit, la primitive. La quoi? C'est ça le vrai inverse de la dérivée, puisque c'est bel et bien une fonction qui représente l'aire sous la courbe. Mais si c'est une fonction, ça veut dire qu'on peut la représenter graphiquement. Je connais cette théorie, oui. Sauf que le truc c'est que ça, c'est pas visuel non plus. Quand on regarde comme ça leurs courbes, dérivées et primitives, ça saute pas aux yeux qu'ils sont opposés. D'ailleurs le vrai terme c'est fonction réciproque. Je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Et on pourrait se dire que c'est bizarre, parce qu'il y en a d'autres des fonctions qui sont opposées en maths. Et en regardant leurs courbes, on le voit directement qu'elles sont opposées. Il y en a une qui monte pendant que l'autre descend, ou l'inverse, mais ça se voit que c'est les mêmes, simplement que l'une est à l'envers de l'autre. Sauf qu'en fait c'est pas bizarre du tout, parce que les fonctions, elles sont pas réciproques. Oui ok, si tu dérives une primitive, tu retombes sur ta fonction de base. Mais ça veut pas dire que les courbes de la primitive et de la dérivée sont opposées, parce que c'est pas la fonction dérivée et la fonction primitive qui sont opposées, c'est juste l'opération de dériver et l'opération de primitiver. Donc bon, c'est un peu flou, mais en vérité, ça s'explique bien. Mais ce qui est peut-être encore plus bizarre, c'est comment on est passé de ça au tant connu tableau de dérivée et de primitive qu'on voit au lycée. Vous savez, ces tableaux que vous avez peut-être fini par détester tellement vous trouviez stupide de les apprendre sans comprendre à quoi ils servaient. Qu'est-ce que vous voulez que je foute de toute cette saloperie? Justement, comment on est passé de ça aux formules de votre tableau qui répertorient les dérivées et les primitives en fonction des différentes catégories de fonctions. Malheureusement, c'est encore une fois que des calculs, et vous expliquer ça autrement qu'avec des calculs, je vais le faire, hein, c'est prévu, dans une future vidéo très lointaine. C'est vrai? Non. Mais il y a quand même un truc dans ce tableau qu'on vous dit pas, et que je peux vous expliquer. Pourquoi dans chaque case du tableau avec les primitives, il y a écrit plus C. Ça vient juste du fait que si on fait la dérivée de 3, de moins 10 ou d'un googolplex, ce sera toujours égal à 0. Ce qui veut dire que si on fait le chemin à l'envers, quand on primitive une fonction, on peut choisir de rajouter plus 3, moins 10 ou un googolplex si ça vous amuse, puisque dans tous les cas, la dérivée redonnera 0. Parce que pour la 25e fois de la vidéo, il existe une infinité de nombres. Je pense que s'il y a bien un truc que vous allez retenir dans la vidéo, ça sera ça. Une infinité de nombres qui, une fois dérivée, donne 0. Alors qu'il n'existe pas une infinité de x. Tu dérives x, ça te donne 1, tu dérives 2x, ça te donne 2, tu dérives 1,5x, ça te donne 1,5. Quand tu dérives une variable, ça te donne toujours un résultat différent. Donc puisqu'il existe une infinité de nombres, forcément il existe une infinité de primitives pour n'importe quelle fonction. C'est de là que vient le plus C dans ton tableau, parce que C ça signifie constante, et une constante c'est un nombre sans variable. Et du coup une fonction n'a qu'une seule dérivée alors qu'elle a une infinité de primitives. C'est pour ça qu'on dit la dérivée, mais qu'on dit une primitive. D'ailleurs une conséquence de ça c'est que techniquement la primitive et la dérivée sont pas parfaitement opposées, pas comme l'addition et la soustraction par exemple. Bah oui, quand on fait plus 5 moins 10 plus 10, c'est comme si on avait juste gardé 5. Ben là aussi, si tu primitives plus que tu dérives, c'est comme si t'avais rien changé à la fonction. Ouais, mais dans l'autre sens. En dérivant une fonction puis en la primitivant, tu peux retomber sur ta fonction de base, comme pas forcément. Bon, j'aurais aimé vous dire que dans cette vidéo, j'ai réussi à vous expliquer clairement pourquoi l'aire sous la courbe et la pente d'une droite sont opposées. Et même si je pense que vous avez compris une partie, ça suffit clairement pas à tout comprendre. Parce que la vérité, c'est juste que c'est pas possible d'expliquer ça rigoureusement autrement qu'avec des calculs. Mais alors finalement, est-ce que ce serait pas ça le dernier vrai mystère? Que le sort semble pencher en faveur de la dérivée et qui provoque ce déséquilibre avec la primitive. Pourquoi on ne sait pas comment tracer la primitive d'une fonction à partir de la fonction de base, alors qu'on peut très bien tracer la dérivée? On peut très bien tracer une primitive de la fonction, mais on peut aussi en tracer une infinité d'autres, qui sont aussi des primitives, alors que la dérivée, il y en a qu'une seule. Alors pourquoi? Et aussi, pourquoi existe-t-il tant de choses en maths qui ne sont pas visuelles? Pourquoi on ne peut pas les comprendre autrement qu'en faisant des calculs? Parce que le lien entre dérivée et intégrale, je suis désolé, mais c'est pas visuel. Car même si les maths sont parfois très abstraits, à la base, ils ont été inventés pour décrire le monde, et beaucoup des trucs qui se passent dans notre monde sont visuels. Évidemment, il y a des trucs qui le sont pas, comme les ondes radio, mais la vitesse par exemple, c'est visuel. Alors pourquoi nos outils mathématiques ne le seraient-ils pas aussi en fin de compte? Est-ce parce que notre savoir est incomplet, que nos outils actuels ne savent qu'à décrire une version fausse des maths, mal interprétée par les scientifiques? On n'en sait rien. Même si les maths sont le langage de l'univers, et que l'on pourrait penser qu'ils sont la chose la plus ordonnée et rigoureuse qui soit, certaines choses sont inexplicables en maths, du moins autrement que par le calcul. Et le problème de faire de la vulgarisation en maths sur des sujets qui sont à la base purement calculatoires, c'est qu'on ne peut pas réussir à tout simplifier
simplifiés avec des mots. Certaines personnes disent qu'il n'existe pas plus puissant que les mots, mais personnellement, je pense que les calculs sont bien au-dessus, car comme disait Einstein, il faut toujours chercher à faire aussi simple que possible, mais pas plus. J'espère quand même que vous aurez compris une partie de la vidéo, et même pourquoi pas que ça vous aura intéressé, soyons fous. Sur ce, j'ai passé quelque chose comme 3 mois à faire cette vidéo. 3 mois. Et beaucoup de fois où j'ai voulu l'arrêter car vulgariser ce sujet, ça a jamais été fait sur YouTube avant et j'ai vraiment galéré. Donc je pense que plus que jamais, tu peux liker la vidéo car c'est le meilleur moyen de me soutenir, et à bientôt dans une prochaine vidéo.